Bonsoir, messieurs et dames. Vous êtes au JDS, Journal du dimanche au soir. Un choix bien judicieux. Vous avez d'ailleurs raison d'y rester. Et puisque ce rendez-vous sera marqué, entre autres, par ces sujets. Hausse des prix des denrées. Quelles sont les mesures du gouvernement pour résorber le phénomène? On en parlera dans ce journal du dimanche au soir, avec le directeur des guichets uniques du commerce et de l'investissement. Et puis, Balai citoyen. Déjà 8 ans d'existence. Nous reviendrons sur les activités qui marqueront ce moment, ainsi que les combats du mouvement qui, faut-il le rappeler, a œuvré dans l'insurrection populaire de 2014. Et nous allons aussi aborder la question sport dans ce rendez-vous journal du dimanche au soir avec le championnat national de handball. Nous allons revenir donc sur les phases finales disputées cette semaine. Et puis, si le temps nous le permet, nous allons, et la technique aussi, il faut le préciser, nous allons échanger avec le directeur technique national de la Fédération des sports pour personnes handicapées avec les Jeux paralympiques qui ont déjà débuté du côté de Tokyo et auxquels participent deux Burkinabés. C'est le déroulé de ce journal du dimanche au soir. Avant de passer au sujet à entretien, nous avons la première rubrique qui nous permet de faire le récap de notre actualité et ça sera celle politique. Nous irons dans la région du centre-sud pour la sortie de promotion des officiers et spécialistes de l'Académie militaire Georges Namoiano de Pau, qui avait vu la présence du président du Faso Roch Marc Christian Kaboré. Il a accordé une série d'audiences aux chefs de circonscription administrative et présidents des conseils de collectivité, aux autorités religieuses et aux chefs coutumiers de la province du Naouri. Et c'est Maxime Jean-Eudes Bambara qui nous en fait le point. À Pau, dans la région du centre-sud, le président du Faso a accordé une audience à une délégation des chefs des circonscriptions administratives et présidents des conseils de collectivité de la région. La délégation, conduite par le gouverneur, a traduit sa reconnaissance au chef de l'État pour les projets réalisés dans la région, notamment la route Manga-Zabri, celle Guiba-Garango en chantier, la construction du pont sur le fleuve Nazinon, et la réalisation du commissariat de Guiba. Des doléances ont également été soumises à Roch-Marc Christian Kaboré. Nous avons aussi soumis des doléances, notamment la route Nyorida-Manga qui est très très dégradée. On a beaucoup de barrages aussi qui ont cédé. On a des commissariats de police que nous sollicitons la construction parce que vous savez que la zone du centre-sud est une zone frontalière avec le Ghana et on a beaucoup de forêts. Donc on a besoin vraiment de beaucoup d'agents de sécurité pour jouer au travail de sécurisation de ces massifs forestiers-là. À la suite des autorités déconcentrées et décentralisées, c'est au tour des autorités religieuses de Pau et des chefs coutumiers de la province du Naouri de féliciter Roch-Marc Christian Kaboré pour sa réélection et de présenter leurs doléances. Nous avons parlé de CSPS dans certains villages, des écoles publiques, de CEG, de routes, de ponts. Nous avons aussi demandé un centre d'examen de concours à Pau, parce que quand nos enfants vont à Manga, ils souffrent, ils n'ont pas de place pour dormir. Alors voilà tout un tas de problèmes que nous avons posés à M. le Président. À noter que ces audiences se sont tenues en prélude à la cérémonie de la sortie de promotion des officiers et spécialistes de l'Académie militaire Georges Namoiano de Pau. D'un sujet politique, nous passons à un autre puisque nous sommes de plein pied dans cette rubrique et nous allons nous intéresser au MODEM, Mouvement démocrate, qui a désormais un siège et il faut rappeler que ce parti politique a vu le jour en novembre 2020 et ce siège qui est situé au quartier Gunguin de la ville de Ouagadougou a été inauguré le 28 août, donc hier. Les détails avec Fatimata Nikema. Nous sommes à la rue Simo Kampaoré dans le quartier Gunguin de la ville de Ouagadougou. Ce quartier de la capitale burkinabé qui a vu naître le président du mouvement démocrate MODEM abrite désormais le siège national du parti. Ce siège vient respecter la loi 032-2001 du 29 novembre 2001 portant charte des partis et formations politiques au Burkina Faso. En son article 14, cette loi stipule que tout parti politique doit se doter d'un siège sur le territoire national.
La villa qui abrite le siège national du MODEM comprend donc cette grande cour que vous voyez pouvant contenir jusqu'à 500 personnes, comprend une salle de réunion pouvant contenir 110 places. Nous avons 4 bureaux bien équipés et très opérationnels. Nous avons une salle VIP pour des réunions pouvant atteindre 12 personnes, ainsi que des salles d'eau et une cafétéria qui permettent de rendre les passages ici et le travail agréable. Selon le président du MODEM, Nathanaël Ouedraogo, cette inauguration du siège national démontre qu'il faut désormais compter avec le MODEM sur l'arène politique burkinabé. Cette maison commune se doit d'être animée, se doit être vivante, se doit toujours d'être accueillante. Pour cela, elle est ouverte à vous tous. Nous souhaitons que ce lieu soit celui de nos luttes, que cette maison soit celui de nos combats, mais surtout nous souhaitons que ce lieu, que ce siège soit le lieu où nous allons célébrer nos succès et nos futures victoires. Le mouvement démocrate MODEM, créé à la veille de la campagne des élections du 22 novembre dernier, soit le 29 octobre 2020, est devenu officiellement un parti politique le 18 novembre 2020. L'objectif était de soutenir le candidat du mouvement du peuple pour le progrès, MPP. Aujourd'hui, c'est un parti politique qui se classe parmi ceux de la majorité présidentielle. Retour sur ce plateau. Après ce résumé de cette actualité politique, nous passons à celle économie. Nous allons parler hausse générale des prix, mais pour planter le décor, on va revenir sur une mission terrain qui était celle du ministère du Commerce, et cela a concerné une denrée bien spéciale, l'huile qui commençait à se faire rare, spéculation ou autre manœuvre. Dans tous les cas, le ministre du Commerce et ses éléments étaient sur le terrain pour avoir le clair mot de tout cela. Le reportage nous est présenté par Mami Diana Kamambou. Depuis quelques jours, la population fait face à une pénurie de certains produits de grande consommation, notamment l'huile alimentaire. Au cours de cette visite terrain organisée par le ministère en charge du commerce, les importateurs ont expliqué les contraintes liées à l'approvisionnement. On a eu des problèmes des embarquements au niveau de la Malaisie. Donc, c'est fort possible que s'il y a des retards d'embarquement, c'est fort possible que ça se sente sur le marché. Mais cela ne peut pas être continuel. Ne pensez pas que la rupture que vous entendez aujourd'hui peut être continuelle. Je peux vous dire que d'ici 20 jours, peut-être on parlera encore de mévente d'huile, d'inondation de marché et non pas de rupture. En attendant ce délai de 20 jours, les consommateurs doivent donc prendre leur mal en patience. Ils doivent également faire face à la hausse du prix de ce produit sur le marché. Là encore, les grossistes évoquent des raisons en lien avec la cherté des produits. Nous, quand on importait l'huile en 2020, le bidon était à 12 000 francs à Ouaga, que vous avez tous constaté. En ce moment, on payait l'huile à 11,50 $ le bidon. Aujourd'hui, l'huile est à 27 $ à la Malaisie. Donc vous comprenez que de 11,50 $, si l'huile est à 27 $, ben, nous ne pouvons pas parler de prix en ce moment. Selon les huiles importées, nous ne pouvons que respecter les marges bénéficiaires que le ministère du Commerce nous a fixées. En dehors de ces marges bénéficiaires, nous n'avons pas un prix que nous pouvons dire que cette marchandise-là, il faut la vendre à tel prix. Cette visite terrain à Ouagadougou fait suite à une visite des unités industrielles au niveau national, à en croire le ministre du Commerce. Dans ces 2 magasins de grossistes visités, le ministre et sa délégation ont constaté de stocks d'huile qui sera sans doute mis sur le marché. Aruna Kaboré a mis l'accent sur le prix pour permettre aux consommateurs, notamment ceux vulnérables, à s'approvisionner à moindre coût.
Nous travaillons avec ces différents grossistes-là à contenir les prix effectivement donc dans des proportions acceptables pour permettre en tout cas donc de continuer à servir les populations. Mais c'est comme je vous ai dit, il y a aujourd'hui une bataille à gagner, c'est celle donc de continuer à approvisionner le pays et à continuer effectivement donc à respecter les choses. Sinon aujourd'hui l'ensemble des contrôles qui sont faits sur ces bidons de 20 litres que vous dites effectivement, nous nous rassurons que les marges pratiquées sont respectées en fonction donc de la structure du prix, du jour, du moment donc de l'huile. Pour les importateurs, la seule préoccupation reste la disponibilité de ce produit sur l'ensemble du territoire national. Ils ont aussi demandé au gouvernement de mettre un accent particulier sur le contrôle des prix de denrées made in Burkina. Le ministre du Commerce a rassuré que les structures de contrôle poursuivent leur travail pour faire respecter les prix et les marges autorisées, notamment pour les produits de grande consommation. Prix et marge autorisés, disait tout à l'heure Mamidriana Kamambou dans la chute de son reportage. C'est d'ailleurs le sujet qui est celui qui sera débattu maintenant avec un invité, j'en dirais même deux, mais l'autre est de mon côté, David Nana. Bonsoir. Bonsoir Geoffroy. Et David, avec moi, on va recevoir donc Alassane Ouedraogo qui est le directeur guichet unique du commerce et de l'investissement. Bonsoir. Bonsoir. C'était un plaisir de vous recevoir. On vous avait tout à l'heure en image derrière le ministre lors de cette visite. On a parlé tout à l'heure de la question des prix. Moi, j'ai envie de dire, il y avait une inquiétude concernant l'huile. On se disait spéculation ou bien peut-être pénurie vraie. Vous êtes allé sur le terrain, vous avez eu votre propre idée, mais la question pour le consommateur, c'est est-ce que c'est corrigé tout ça? Ok, merci beaucoup. Merci de nous donner l'occasion d'échanger sur la flambée des prix des produits de grande consommation, notamment l'huile alimentaire au niveau national. Donc, il faut dire que depuis un bout de temps, il y a des difficultés d'approvisionnement du pays en produits de grande consommation. Et le ministère, en vue de trouver des solutions, a eu des concertations avec les commerçants, distributeurs de ces produits de grande consommation. Et régulièrement, nous avons des cadres de concertation avec ces derniers qui nous permettent d'avoir les stocks et les prix des produits de grande consommation de façon globale. Et c'est à l'issue de cette rencontre avec les opérateurs économiques que le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat est sorti sur le terrain pour s'assurer, en tout cas, du niveau d'approvisionnement du pays en huile alimentaire. C'est notre invité à nous deux. Oui, tout à fait. Et moi, la première question qui me vient à l'esprit comme ça, c'est vrai qu'on met Covid en avant, on a parlé question approvisionnement, mais comment cela se manifeste-t-il? Comment Covid joue-t-il pour que les prix puissent monter du côté de notre pays, le Burkina? Ok, merci beaucoup. Il faut dire que avec la maladie à coronavirus depuis 2020, la maladie a désorganisé les chaînes de production et les circuits de transport des produits de grande consommation de façon globale. Donc, ce qui a entraîné un certain nombre d'effets sur la distribution ou le transport des produits. Donc, vous allez remarquer que depuis un bout de temps, il y a des difficultés de trouver des navires pour transporter les marchandises de façon globale. Il y a également des difficultés de trouver des containers. Et également, il faut remarquer que depuis la maladie à coronavirus, nous avons constaté que le coût du fret, qui était environ de $40, est passé à environ 110 à 120 $ par tonne. Donc, tous ces éléments conjugués permettent d'avoir une conséquence sur le coût des produits qui est le renchérissement des prix des produits de grande consommation. À cela, il faut ajouter qu'avec la maladie de coronavirus, il y a eu une pénurie des matières premières due à une forte explosion de la demande des matières premières par certaines économies mondiales. Et la plus en vue, c'est quelle économie qui a vraiment demandé cette grande quantité de matières premières? La Chine. La Chine. Mais moi, quand j'entends parler de Covid-19, je me dis, oui, c'est vrai que c'est un impondérable, c'était pas quelque chose de vraiment prévu. Et puis pour le Burkina, c'est un facteur exogène qui est monstre. Pour la plupart des pays même d'ailleurs. Mais je me dis, depuis le début de l'année pratiquement, on est dans cette réalité-là. Nous, concernant le Burkina Faso et beaucoup d'autres pays de la sous-région, on a eu à fermer nos frontières, on a fermé nos commerces, on a fermé un certain nombre d'éléments. Donc ça veut dire que le pouvoir d'achat du Burkinabé, c'est clair que
il n'allait pas être celui-là qui allait le mettre le plus à l'aise face à certaines réalités qui étaient en train de venir. Mais le ministère, lui, concrètement, il a fait quoi pour résorber ce qui était attendu? Ça, c'est clair. Ok, merci beaucoup. Il faut dire qu'avec cette situation nationale, j'allais dire ce phénomène mondial, qui n'est pas aucune économie au niveau national et international, il faut dire que le ministère du Commerce, avec d'autres départements ministériels, ont pris un certain nombre de mesures. Il s'agit entre autres des mesures conjoncturelles et des mesures structurelles. Au titre des mesures conjoncturelles, il faut noter d'abord dans un premier temps, il y a eu la surveillance accrue du marché des produits de grande consommation de façon globale. Il y a eu également la suspension de la délivrance des autorisations spéciales d'exportation des céréales au niveau national. En plus de ça, il faut noter également un déploiement progressif des boutiques témoins de la Société nationale de gestion de stocks de sécurité alimentaire, SONAGES. Et en plus de ça, il faut noter également que le ministère a fait assermenter 315 pour intensifier les opérations de contrôle sur le marché. Ça, c'est au titre des mesures conjoncturelles. Au titre des mesures structurelles, nous avons mis l'accent sur l'accroissement des produits de grande consommation, notamment les produits agricoles et les produits industriels. Et nous sommes en train de travailler avec un projet géré au niveau de la Chambre de commerce, PACAO, projet d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest, pour accompagner les grappes d'huileries de façon globale pour leur permettre d'augmenter leur capacité de production, mais également leur permettre de diversifier les matières premières. Il faut retenir qu'au Burkina Faso, essentiellement, c'est la graine de coton qui est triturée pour produire l'huile alimentaire au niveau national. Nous sommes en train de voir quelle est la possibilité pour le Burkina Faso de diversifier ses sources de matières premières, notamment en utilisant peut-être le soja qui est disponible au niveau national, l'arachide et bien d'autres oléagineux pour pouvoir donner une capacité de production d'huile alimentaire au niveau national. Donc voici autant de mesures que le gouvernement, à travers le ministère du Commerce, a entreprises depuis un bout de temps pour soulager les consommateurs. David? Beaucoup de mesures, parmi lesquelles aussi des mesures pour protéger nous les consommateurs. À ces niveaux-là, on constate la détermination des prix plafond pour certains produits, mais malgré cela, on voit que parfois ces prix ne sont pas respectés. Je veux dire, quelle a été l'implication des différents acteurs avant de la prise de ces différentes mesures-là? Je fais allusion à la Ligue des consommateurs, à l'Association des producteurs, tout cet ensemble-là, comment... Les syndicats, voilà. Comment ils ont été impliqués avant la prise de ces mesures? Ok, donc c'est comme vous avez cité, les différents acteurs, c'est le ministère du Commerce, avec les autres départements ministériels. Il y a les commerçants, il y a les distributeurs, il y a les industriels. Et à côté de ces industriels, la Ligue des consommateurs et bien d'autres associations de la société civile. Donc il faut dire que c'est une démarche qui se veut participative depuis un bout de temps. Et le ministère du Commerce a toujours travaillé de façon participative avec ces différents acteurs-là. C'est pour ça d'ailleurs en début de ce journal, je disais que nous avons eu un cadre de concertation avec les commerçants et c'est dans ce cadre-là que le ministère est sorti sur le terrain. Donc c'est pour dire que nous avons eu une démarche anticipative et participative avec les différents acteurs. Moi, il y a quelque chose d'intéressant. Quand on écoutait le journal tout à l'heure, il y a la question du prix et des marges possibles. Ça, c'est très important. Maintenant, on a entendu aussi le ministre et le ministère dans la politique d'affichage des prix, parce que ça aussi, ça permet un certain contrôle, ça permet un certain nombre d'éléments, ce qui n'est pas forcément totalement respecté. Aujourd'hui, quels sont aujourd'hui les éléments du ministère pour faire respecter ces engagements, faire respecter ces prix? Parce que c'est ça aussi la question forte. Ok, merci beaucoup. Il faut dire qu'au niveau du ministère, ce qui est fait pour s'assurer du respect des prix au niveau national, c'est l'intensification des opérations de contrôle. Donc il faut dire il faut rappeler qu'au niveau national, nous avons opté pour une économie de marché. Ça veut dire que c'est la confrontation de l'offre et de la demande qui fixe le prix du marché. Donc ça veut dire que c'est une économie de concurrence. Donc c'est le libre jeu de l'offre et de la demande qui fixe le prix. Mais à côté, il faut dire qu'il y a des situations où, dans certaines localités ou dans certaines activités économiques, la concurrence par le prix peut être limitée. Les textes sur la concurrence prévoient que le ministre du Commerce réglemente les prix de certains produits. C'est pourquoi nous avons 24 produits qui sont réglementés au niveau national.
Et parmi ces produits-là, il y a les prix qui sont fixés. Je peux donner par exemple le cas de l'huile alimentaire, l'huile Citec, je peux donner le sucre SN Sosuco, je peux donner les médicaments essentiels et génériques et un certain nombre de produits que j'en oublie. Donc c'est pour dire que l'intensification des opérations de contrôle permet de voir est-ce que les prix qui sont fixés par les autorités compétentes sont respectés sur le marché. Et cela on ne se limite pas à cette observation, mais également de voir est-ce que quand un agent de contrôle rentre sur le marché ou bien rentre dans un magasin, qu'est-ce qu'il regarde? Il peut regarder les documents d'importation, les documents d'exercice de l'activité commerciale, il peut regarder la qualité, la métrologie des produits, il peut regarder l'affichage des prix, qui sont des obligations pour le vendeur. Donc voici un peu un ensemble d'éléments que le ministère met en place pour s'assurer que les prix sont respectés sur les marchés. Si vous permettez, moi, à chaque fois qu'on parle de la question de l'affichage, je suis un peu déboussolé et dérangé. Parce que dans le quotidien du Burkinabé, à la vérité, c'est que là où il va pour s'approvisionner très souvent, rarement même qu'il a des prix qui sont affichés. Je me dis, vous-même dans votre rayon, vous en connaissez, dans votre rayon d'habitation, vous en connaissez des étalages, des commerces où c'est vraiment pas affiché. Des boutiques de proximité. C'est rentré même dans le quotidien de tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes encore dans la phase sensibilisation ou bien on se dit, bon, il faut être un peu indulgent, qu'est-ce qu'il y a? Oh oui, il faut dire que nous ne sommes pas uniquement dans la phase de sensibilisation, les deux vont de pair. Il y a la sensibilisation, il y a la répression, mais il faut dire que pour l'instant, nous mettons beaucoup plus l'accent sur les grandes surfaces et en général, si au niveau des grandes surfaces, c'est respecté, il y a un effet sur les boutiques de quartier. Sinon, effectivement, nous avons remarqué que dans certains quartiers, dans certaines boutiques, il peut arriver qu'il n'y ait pas d'affichage de prix, mais les services de contrôle travaillent dans ce sens pour pouvoir donner plus de sensibilisation, pour pouvoir réprimer tous ceux qui ne respectent pas la réglementation. C'est dans ce sens que le ministère a fait organiser une campagne d'assermentation de 315 agents pour pouvoir renforcer les capacités de la brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes. Merci. Et là, je me mets dans la peau du consommateur lambda et on attend en longueur de journée aussi certaines plaintes. Je veux dire, on a un prix qui est fixé par exemple à Ouagadougou, mais à quelques kilomètres de Ouagadougou, on voit que ce prix varie pour le même produit. Est-ce qu'il y a des marges qui sont prévues pour cela? Est-ce qu'on doit s'attendre à ce qu'il y ait des disparités au niveau des prix suivant les régions ou les localités? Ok, merci beaucoup. Il y a deux types de prix. Il y a les prix fixés comme ça et il y a les prix fixés par l'homologation des structures des prix. Donc, et dans la fixation de ces prix, il y a ce qu'on appelle le différentiel de transport. Donc, ça veut dire un produit qui est vendu à Ouagadougou et qui est acheté à Ouagadougou pour aller revendre, je sais pas, dans une localité A du Burkina Faso, par exemple à Banfora, par exemple, il y a ce qu'on appelle le différentiel de transport qui s'ajoute sur le prix fixé. Donc, naturellement, ça se justifie qu'à un moment donné, le prix fixé à Ouagadougou soit différent du prix fixé peut-être dans une autre localité. Et cela s'explique par le différentiel de transport. Moi, j'ai une question qui me taraude l'esprit. D'accord. Vous savez, on parle de la hausse générale du niveau des prix. Ce n'est pas un phénomène seulement burkinabé. On a vu au Ghana, il a commencé à avoir des gorges chaudes. On voit en Côte d'Ivoire, c'est pareil. Mais on est tous soumis à la même réalité depuis qu'il y a la maladie à coronavirus. Maintenant, il y a nos mesures internes que nous avons eu à prendre, ou peut-être même ensemble dans la sous-région, notamment la fermeture des frontières. Nous, on a fait plusieurs reportages qui ont dénoté de ce que beaucoup de marchés, beaucoup d'éléments ont été fortement impactés. Et donc, forcément aussi, vous savez, en économie, tout bien rare devient plus cher. Est-ce que du côté du ministère du Commerce, on a évalué les conséquences de tout cela? Est-ce qu'il y a des conséquences même clairement pour la fermeture des frontières? D'abord, il faut rappeler que la fermeture des frontières fait suite à l'avènement de la maladie à coronavirus qui aujourd'hui, même si on semble maîtriser un peu la situation, il n'en demeure pas moins de signaler qu'il y a quand même des cas qui sont toujours constatés dans tous les pays de la sous-région. Donc la maladie demeure. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, il faut dire qu'en principe,
malgré la fermeture des frontières, les véhicules qui transportent les marchandises doivent pouvoir circuler librement dans tout l'espace communautaire. Mais malheureusement, on constate sur le terrain qu'il y a des transactions, des tracasseries routières qui font qu'il y a des coûts supplémentaires que les commerçants supportent. Et naturellement, vous savez que le commerçant, il ne perd jamais. Il y a toujours une répercussion sur le prix au consommateur. Donc, ce qui fait qu'effectivement. Donc, de mon point de vue, moi, je pense que c'est une question qui a déjà été analysée au plus haut niveau par les autorités des pays concernés. Mais je crois que c'est toujours dû à la maladie à coronavirus qui fait qu'aujourd'hui, on tarde toujours à ouvrir les frontières. Une dernière question. Oui, c'est vous pratiquement. Là, tout à l'heure, vous avez fait cas du fait que nous avons opté pour des économies de marché. Donc, c'est le laisser faire, le laisser aller. Mais là, on voit tout un chapelet d'interventions au niveau de cette économie-là. Est-ce qu'on ne craint pas aussi de dégrader le bon fonctionnement de l'économie à travers ces mesures interventionnistes-là? Oh, oui, en fait, vous êtes en train de rentrer dans des courants de pensée économiques. Voilà, il y a l'interventionnisme, il y a le laisser-aller, comme vous le dites, l'économie de marché. Oui, mais en général, on se dit qu'une économie qui veut se développer, il faut laisser l'économie fonctionner elle-même. Mais il y a des situations où il y a des soucis, il y a des difficultés. Et quand il y a des difficultés, l'État doit intervenir. C'est du rôle régalien de l'État pour réorganiser, donner des pistes, donner des orientations pour permettre à l'économie de mieux fonctionner. Peut-être que vous vous rappelez bien de la crise aux États-Unis, la crise dans certains pays où l'État a dû intervenir à un moment donné pour donner des orientations, pour donner des pistes pour relancer l'activité économique. Et une fois que l'économie reprend, l'État se retire et laisse le secteur productif au secteur privé. Tout ce qu'on va espérer, c'est que ce niveau général des prix revienne on va dire à ce qui est accessible pour le Burkinabé. Mais la dernière question, c'est est-ce que même au sein du ministère du Commerce, dans les projections qu'on a, bon, c'est vrai que Covid-19 c'est de l'imprévu, donc il y a beaucoup d'impondérables dans cette affaire-là. Est-ce qu'on a des perspectives sur un retour à la normale? Oh, bon, c'est comme ça. On serait bien divin. Oui, je ne vais pas rentrer dans des projections, mais il faut dire quand même qu'il y a des analystes qui travaillent sur la question de la Covid, il y a les analystes qui travaillent sur la question du retour à la normale des prix de façon globale dans toutes les économies du monde. Mais il y a deux tendances. Il y a des hypothèses optimistes, des hypothèses pessimistes. Mais en tout cas, les hypothèses les plus optimistes donnent jusqu'à la fin du premier trimestre 2022 et les hypothèses les plus, j'allais dire, pessimistes donnent jusqu'à la fin de l'année 2022 pour un retour à la normale. Merci bien. Alassane Ouedraogo, je rappelle, vous êtes directeur guichet unique du commerce et de l'investissement. Merci d'être passé sur ce plateau pour nous donner des éclairages sur cette question-là. Merci, je vous remercie. Merci aussi merci beaucoup, Geoffroy, c'est un plaisir de revenir. Et je vais fermer donc cette rubrique économie et ouvrir une autre, puisque le JDS Journal du dimanche au soir, comme nous aimons à le dire, aborde des sujets aussi divers que variés, parce que notre actualité, elle est tout aussi diverse. Et c'est pour cela que nous allons aborder à présent les questions société. Et dans la partie société, on va s'intéresser à un mouvement, le ballet citoyen. Nous en parlions d'ailleurs en titre, qui a organisé dans la matinée d'hier samedi 28 août une cérémonie de don de sang à Ouagadougou. Et cette activité donc entre dans le cadre de la 8e édition ou du 8e anniversaire, on va dire comme ça, de la commémoration du ballet citoyen. Ami Valiant avec la voix de Abdoul Rahim Nienye pour nous en dire plus. Ils étaient près d'une centaine, les membres du collectif Le Ballet Citoyen, à répondre présents à l'appel du Centre national de transfusion sanguine CNTS pour cette cérémonie de don de sang. Pour Rasmane Zinaba, responsable national à l'organisation du Ballet Citoyen, cette activité est une tradition volontariste du Ballet Citoyen concrétisée chaque année courant le mois d'août. On le fait depuis 2013, donc nous sommes à notre 8e don, donc 8e anniversaire, 8e don, parce que nous estimons qu'au-delà de la veille citoyenne que nous opérons, au-delà des actions politiques que nous menons et au-delà des actions que nous menons en tant qu'organisation de la société civile, il y a une nécessité d'apporter une contribution citoyenne pour permettre à chaque citoyen, à chaque malade de pouvoir bénéficier du sang. Vous savez, le sang, on ne le fabrique pas. Et jusqu'aujourd'hui, c'est encore des hommes qui peuvent donner du sang à d'autres hommes
pour que leur vie soit sauvée. Et cette tradition-là, nous avons décidé de la respecter. Et tous les Cibales et toutes les Cibelles sont invités effectivement à faire ce don-là. Pour les responsables du Centre national de transfusion sanguine, le don de sang du mouvement Le Balai citoyen est venu à point nommé car il va permettre de répondre un tant soit peu à la demande en sang dans les hôpitaux qui est très forte. Une occasion donc pour la coordonnatrice du centre d'inviter la population burkinabé à suivre les pas des donateurs du jour. Nous ne pouvons que remercier le Balai citoyen qui se bat à chaque fois pour nous venir en aide en matière de don de sang. Parce que, pour dire vrai, en cette période, c'est une période très difficile pour le Centre national de transfusion sanguine et le Centre régional de transfusion sanguine en particulier. Et parce que ceux qui nous approvisionnaient plus en sang, c'était les lycées et les collèges. Et présentement, avec les vacances, on n'arrive plus à faire des collectes là-bas. Et vraiment, le besoin est très, très, très accru. Créé depuis 2013, le mouvement Le Balai citoyen commémore cette année son 8e anniversaire. Et cette activité de don de sang est une manière pour le mouvement, selon les responsables, de soutenir les malades dans les hôpitaux et de sauver des vies. Retour sur ce plateau, et nous sommes d'ailleurs avec le porte-parole du mouvement Le Balai citoyen, avec Kinda Eric Ismaël. Bonsoir. Oui, bonsoir. C'était un plaisir de vous recevoir. Plaisir partagé. Avec le t-shirt estampillé Balai citoyen, oui. Pas besoin de douter. Oui. Bon, vous êtes à votre 8e anniversaire, il y a ce don de sang donc, qui a été organisé. Qu'est-ce qui est prévu pour marquer ce moment-là? Oui, avant de vous parler de ce qui est prévu pour ce moment-là, permettez-moi d'avoir une pensée pour les victimes du terrorisme, les FDS qui sont tombés, les VDP et les citoyens civils. Et aux blessés de cette barbarie, nous souhaitons prompt rétablissement. Et voilà, pour commencer. D'accord. Alors, il faut dire que c'est pour ce 8e anniversaire, une série d'activités. Nous avons déjà commencé par des plantations d'arbres. Il y a environ 3 semaines de cela. Donc, ce qui s'est passé hier pour le don de sang, c'est une suite donc de cette série d'activités marquant le 8e anniversaire de notre mouvement. Et ça va s'étaler sur le reste de l'année. Il y a des conférences publiques qui sont prévues et il y a bien d'autres activités qui sont prévues dans le cadre donc, de ce 8e anniversaire de notre mouvement. Donc, mouvement, on va donc rester sur votre action. Oui. Je vais vous permettre de réagir à ce que beaucoup disent aujourd'hui, et ce qui revient très souvent. Oui. Le Balai citoyen paraît essoufflé. Ah, paraît essoufflé. Bon, ça, je l'apprends. Hein. Je l'apprends devant vous. Tout dépend du contenu qu'on donne au mot essoufflé. C'est quel contenu qu'on donne. Moi, je veux connaître le contenu, après quoi on peut discuter. On vous a senti sur beaucoup d'autres chantiers. Oui. Aujourd'hui, on vous sent plus taiseux. C'est vrai que les dernières sorties, on l'a vu, par exemple sur la question de l'eau, avec les factures qu'il y avait à un moment donné. Oui. Il y a eu l'action que vous avez aussi menée avec celle entrevue même judiciaire. Si ma mémoire est bonne, ça il n'y a pas si longtemps. Même tout à l'heure, on parlait de la question de la vie chère. Oui. Mais à chaque fois, vos choix, pour beaucoup, sont moins durs que ce qu'on voyait à un moment donné où le Balai, c'était on sortait, voilà, c'est... Bon, écoutez, vous savez, quand on parle de cela, il y a beaucoup de concitoyens, beaucoup de Burkinabés qui s'attendent à ce que le Balai citoyen prenne la rue au quotidien. Je pense que nous n'avons pas les moyens de prendre la rue au quotidien. Il y a tellement de questions au Burkina Faso. Vous savez, chaque jour que le bon Dieu fait au Burkina, il y a une question grave qui tombe. Vous pensez que humainement c'est possible d'être dans la rue tous les jours? Non, ce n'est pas possible. Mais quand il faut prendre la rue, on va prendre la rue. Là, on ne va pas demander la permission à quelqu'un. Disons que nous avons beaucoup de méthodes de lutte. La rue n'est qu'une méthode parmi tant d'autres. La rue n'est qu'une stratégie parmi tant d'autres. Donc je comprends bien quand les uns et les autres estiment qu'on n'entend plus le Balai. Bon, voilà, c'est par rapport à la rue. À la rue, quand il faut prendre la rue, le Balai sera présent et on ne demandera pas la permission à quelqu'un.
Justement, avant donc d'échanger tout à l'heure, question-réponse, vous avez voulu marquer une halte sur un sujet qui, pour moi, concerne tous les Burkinabés, c'est le sécuritaire. Oui. Et pensez donc à ceux qui sont tombés et tout, et ceux qui combattent chaque jour. Oui. Maintenant, justement, sur cette question sécuritaire, il y avait eu des marches à un moment donné. Oui. Vous avez sorti la carte de la prudence pour ce qui est de vous mettre en mouvement avec X ou Y. Oui. Et je me rappelle que j'avais reçu ici Smoké, qui disait que sur la question, le ballet avait son plan à lui et qu'il avait son calendrier à lui d'expression, d'attachement soit aux militaires ou de protestation relativement à l'offre de réponse sur la question sécuritaire. Aujourd'hui, c'est quoi? Oui, il faut dire que, il ne m'appartient pas de dévoiler notre plan ici. Effectivement, nous avons au sein du mouvement une équipe qui travaille sur la question sécurité. Nous avons une cellule chargée de la question sécurité et nous travaillons d'arrache-pied et nous voulons contribuer à notre manière à gérer cette question de l'insécurité au Burkina Faso. Et il est vrai qu'il y a d'autres forces au plan national qui ont manifesté contre la situation qui prévaut dans le pays pour dénoncer en tout cas une certaine inertie au niveau de la gouvernance sécuritaire et politique. Et c'est leur plein droit. Et comme mon co-porte-parole Smoke est venu dire sur votre plateau, nous avons notre propre agenda. Nous ne servons l'agenda de personne. Nous avons notre propre agenda et au moment venu, vous allez savoir ce que nous faisons exactement dans ce domaine-là. Oui. Le ballet citoyen, 8 ans. 8 années, c'est pas rien. Quand vous jetez un regard rétrospectif aujourd'hui, pour vous, c'est quoi les plus marquants pour ces 8 ans, pour ce qui est du ballet citoyen? Oui, je pense que c'est... le temps est assez court pour parler de ce que nous avons vécu comme expérience pendant ces 8 ans. Mais bon, je vais essayer. 8 ans, c'est peu et beaucoup en même temps. C'est une grande expérience pour nous. Nous sommes toujours en apprentissage et il y a beaucoup de défis qui se présentent à nous. L'un de nos défis, donc, c'est la structuration du mouvement, le maillage sur toute l'étendue du territoire. Et nous sommes là-dessus. Nous avons beaucoup appris et malgré l'adversité, nous tenons bon, nous restons sur nos appuis et je pense que tout ce qui constitue un défi pour nous, c'est quelque chose qui contribue à faire grandir le mouvement. 8 ans, nous apprenons aussi à marquer des pauses pour mener une autocritique, pour dégager ce qui peut être considéré comme difficulté et faiblesse du mouvement, mais aussi dégager les perspectives. Voilà. Donc, c'est cette autocritique qui nous permet de relancer le mouvement, de le consolider et de le porter plus haut. 8 ans, c'est aussi 8 années d'expérience en dehors des frontières du Burkina Faso. Vous savez bien que nous avons au plan africain aussi des organisations de la société civile qui mènent le même combat que nous. Et nous sommes constamment donc en relation avec des organisations de la société civile qui se situent un peu partout en Afrique. C'est des occasions de rencontres, c'est des occasions de partage d'expériences. 8 ans aussi, et c'est aussi une expérience douloureuse parce que après l'insurrection, on s'attendait à ce que les choses changent. Mais au regard de ce qui se fait depuis un certain temps, rien n'a changé. Ce n'est pas moi qui le dis, je n'invente rien. Au quotidien, donc, la malgouvernance se ressent au quotidien chez les Burkinabés. Et ce qui est douloureux, c'est qu'on est parvenu aujourd'hui à s'aimer le désespoir dans l'esprit des Burkinabés. Et nous ne disons pas que X ou Y a des solutions magiques pour le Burkina, mais nous pensons que le minimum c'était de faire en sorte qu'on sème la graine de l'espoir dans l'esprit des Burkinabés. Ce qui est frappant aujourd'hui, c'est le désespoir qui ne fait que gagner du terrain dans l'esprit des Burkinabés. Et c'est ce que moi j'appelle en tout cas une expérience douloureuse, mais en même temps, c'est une source de motivation.
ça nous amène à ne pas dormir et à rester toujours éveillés et aller toujours au front parce que ce qui reste à faire après l'insurrection est immense. Et c'est ça qui fait que notre mouvement, en tout cas, est chaque fois sur la ligne. Une dernière question. Oui. Et ça, c'est peut-être dans la droite ligne de ce que vous disiez tout à l'heure, donc en termes de développement. Oui. On vous sent d'en prêcher l'action pour le changement. Certains d'entre vous ont préféré passer le pas, quitter la société civile pour celui du terrain politique. Oui. Avec les convictions qu'ils ont. Oui. Est-ce qu'il faut espérer, je disais 8 ans, on regarde derrière, mais est-ce que le mouvement ne peut pas se muer à un moment donné? Bon, écoutez, tout est possible dans l'évolution d'un mouvement, tout est possible. Et c'est pas ce qui a commencé d'ailleurs, avec les figures de proue qu'on connaissait qui sont dans l'aspect politique maintenant. Bon, ça c'est une interprétation que vous faites, mais je pense qu'à un moment donné, les camarades ont estimé qu'il fallait porter le combat sur un autre terrain, notamment le terrain politique. Ils sont partis avec des valeurs que nous avons portées ensemble au niveau du ballet citoyen, des convictions que nous avons portées ensemble, et nous ne faisons pas de doute que ces camarades-là, donc, dans leur nouvelle expérience, ils vont pouvoir en tout cas apporter quelque chose au pays. Et par rapport à la question de notre évolution, la vie d'un mouvement, c'est toute une dynamique. C'est toute une dynamique. Rien n'est à exclure. Et dans cette logique-là, donc, je ne peux pas vous dire ici si on va se muer à un parti politique, un mouvement politique, ou bien... non, je ne peux pas vous le dire. Voilà. Donc, voilà pour répondre à votre question. Merci bien, Kinda. Je vais vous souhaiter donc un joyeux 8e anniversaire. Merci donc à 3TV de nous avoir accordé la parole pour parler du ballet citoyen. Même si le temps était très court, on avait beaucoup de choses à dire. Ok, bon, on aura tout le temps. Justement que c'est pas le dernier anniversaire. Merci bien, Kinda, d'être passé sur ce plateau. Merci bien. Voilà, on va continuer nous ce JDS, journal du dimanche au soir, avec un autre reportage, toujours dans la partie société de ce rendez-vous. On va parler des scarifications, 60 ethnies au Burkina Faso, autant de façons d'exprimer ou de symboliser son identité, et tout en restant aussi esthétique. Des valeurs qui petit à petit sont en train de disparaître. Nous avons décidé de faire un zoom sur la scarification à travers ce reportage que nous propose Fatimata Nikema. David Nadenga est originaire de la région de l'Est du Burkina Faso, un pays gourmatier. Au-delà d'une marque d'appartenance à cette ethnie, ses scarifications sur son visage sont signe d'appartenance à une famille, les Nadenga. Selon lui, ce sont des marques qui lui permettent de se distinguer d'autres personnes de sa région d'origine. Dans notre famille, tous les traits que vous voyez, vous ne pouvez pas voir les mêmes traits dans une autre famille. Voilà, donc, quel qu'en soit là où vous allez me retrouver, quel qu'en soit vous allez retrouver, mais peut-être un frère qui vient de la même famille que moi, vous allez retrouver les mêmes cicatrices, les mêmes scarifications. Voilà, c'est un truc, c'est un marquage d'appartenance familiale. Amiabri Kouldiati, lui, a été influencé par son entourage. Et dans ce milieu, selon lui, les scarifications sont classées dans 2 volets en fonction du clan et de la famille. Si chez certains, c'est un rite qu'il faut respecter, chez d'autres, c'est juste un effet de mode. Chez nous, par exemple, à l'époque, c'est les Yonli et les Lompo. Et quels étaient les traits caractéristiques? C'était 3 traits verticaux qu'on traçait sur les 2 jours. Et le plus souvent, lors de cette cérémonie, les enfants sont rasés. Donc vous allez voir que chez certains, le trait a commencé du milieu, vers... Le trait rentre dans les cheveux pour descendre jusqu'en bas. Donc si vous remarquez, même certaines autorités de notre pays, à un époux donné, vous allez voir qu'ils avaient ces marques-là. Donc en voyant ça, automatiquement, vous savez que c'est un Yoli ou bien un Lompo. Avant, si ta mère enchaînait les morts-nés, on te balafre sur tout le visage pour que tu ne meurs pas. Regarde cet enfant. A-t-il des scarifications? Non, ils sont 2 chez leur mère. Ils n'ont pas été balafrés.
Ces scarifications ethniques, encore appelées cicatrices raciales ou balafres, existaient bien avant la colonisation, selon le sociologue Dr Patrice Kouraougou. Au Burkina Faso, plusieurs ethnies les pratiquent, mais chacune à sa manière et selon sa culture. Ce sont des expressions d'identité. Donc à travers ces pratiques, on a voulu dire que nous sommes un peuple bien identifié et nous sommes fiers de ce que nous sommes. Donc on peut dire que c'était peut-être des expressions anticolonialistes, mais comme j'ai dit, ça dépendra du peuplement, ça dépendra de la communauté. Et si nous prenons par exemple la carte d'identité du citoyen, comme je le disais, je n'ai pas eu l'occasion de voir cette carte, mais il y avait quand même une rubrique aussi où on parlait de l'ethnie de l'individu. Et il y avait certainement une partie aussi où on parlait des signes particuliers. Et ces signes particuliers-là, généralement, on mettait l'accent sur les scarifications. Voilà, on ne disait pas scarification, mais on parlait de cicatrices. Ces cicatrices, il en existe plusieurs selon le rang et la classe sociale au pays des hommes intègres. Et chez les Moussi, on compte plusieurs types. Et chez les Moussi, on retient 4 types. Il y a ce qu'on appelle le marandé, qui avait pour objectif de parler de l'esthétique, de la beauté, de l'élégance. Et ensuite, il y a ce qu'on appelait aussi les wifus, les nakomsé, c'est-à-dire les princes. Et c'est selon la disposition de ces traits qu'on faisait la différence. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le lemdé, c'est-à-dire ce sont les scarifications sur le menton. Et il y a les longos, donc les lemdé plutôt, c'est-à-dire des scarifications alternées, des traits horizontaux et des traits verticaux. Fierté et identité culturelle, oui, mais également source de raillerie et de discrimination pour certaines personnes qui portent ces scarifications ethniques. Il y a certaines scarifications raciales qui gâchent la vie de ceux qui les portent. Par exemple, nos jeunes qui immigrent vers d'autres pays à la recherche d'argent. Ils sont pour la plupart du temps stigmatisés. C'est pourquoi ils préfèrent abandonner les traditions pour adopter le modernisme. Tu peux croiser un Goumaché, tant qu'il n'a pas parlé la langue, tu ne peux pas deviner qu'il est Goumaché. Ça, c'est vraiment une faille. Il y a des gens qui nous taquinent, les balafrés là, villageois là, bon. Ça dépend. Ils prennent ça pour un sens négatif. Mais pour moi, c'est une fierté, puisque c'est mon identité. Et je ne pense pas que j'aurais honte d'être Goumanché, non. Donc pour moi, c'est plutôt une fierté que de prendre ça comme quelque chose de négatif. Beaucoup me taquinent, surtout mes parents à plaisanterie. Quand ils me voient, ils disent « Ah, le Goumanché, regarde tes balafres là. » Je dis « Oui, ce sont mes balafres, c'est ma CNIB. C'est ma première pièce d'identité. C'est celle qui ne va pas s'effacer. » J'aime le dire que ma CNB, je peux la perdre, mais elle, là, je la porte constamment sur moi. Cette carte d'identité que Amiabri Kouldiati porte fièrement aujourd'hui a tendance à disparaître, selon le docteur Patrice Kouraougou, et cela pour plusieurs raisons. Et cela est dû au phénomène de mode. Et non seulement il y a effectivement le phénomène de mode, mais il y a le fait aussi que les religions révélées, tout cela a contribué à phagocyter l'ensemble des pratiques. Donc, on ne peut pas dire que les scarifications n'ont pas subi aussi cet effet. Or, on les pratique de moins en moins parce que certainement, on n'est pas imprégné ou on ne veut pas se faire remarquer par ces traits. Et pour ne plus se faire remarquer par ces traits, certaines personnes ont recours à la chirurgie esthétique pour s'en débarrasser. Pourquoi ils le font? Parce que certainement ils sont gênés, parce qu'il y a aussi la raillerie, et j'ai entendu beaucoup d'anecdotes, les filles qui refusent de sortir avec des hommes qui ont des scarifications qu'elles appellent balafres, d'autres même disent que ce sont des traits de rail, et donc c'est parce qu'effectivement ce n'est pas bien vu, ce n'est pas bien apprécié, qu'ils sont souvent obligés dans la gêne et dans la frustration de chercher à se débarrasser de ça. Mais sans oublier que, en cherchant à se débarrasser de ça, on se débarrasse d'une identité. C'est bien dommage, selon notre sociologue. Un acte qui, selon lui, met à mal la culture africaine en général et burkinabé en particulier. C'est-à-dire, au-delà de la douleur, au-delà de la blessure, au-delà de l'incision physique, on évitait la déchirure morale, c'est-à-dire se retrouver dans une peau qui n'est pas la nôtre. Et si on a honte maintenant de cette peau, que nos parents ont contribué à bâtir la peau qui exprime l'ensemble des valeurs, c'est que nous sommes en train de nous perdre. Les scarifications ethniques, identité et valeurs culturelles dans presque toutes les ethnies du Burkina Faso
sont perçus comme des œuvres d'art comportant des significations et valeurs esthétiques. Des valeurs qui aujourd'hui disparaissent au profit du tatouage, qui est un art primitif devenu populaire. Retour sur ce plateau après ce reportage très intéressant pour parler cette fois sport. Je suis avec Claude Romba. Bonsoir. Bonsoir Geoffroy. Vous n'êtes pas scarifié. J'aurais aimé en tout cas, mais bon, maintenant comme on a dit, c'est qu'on laisse un peu tomber cette situation-là, ce qui est dommage parce qu'aujourd'hui on voit les piercings, les tatouages qui font leur apparition. Bon, malheureusement, l'Afrique a laissé pour lui. Claude Romba va parler sport. Ça, c'est votre dada et ce sera après ce carton. Et dans la page sport, comme nous l'annoncions en titre, cette semaine, ce qu'il y a eu du côté de Ouagadougou, c'est bien le championnat national de handball, saison 2020-2021. Les phases finales qui se sont disputées au niveau du Palais des Sports. Nous allons d'ailleurs y aller pour voir les 3 grandes finales qui se sont disputées et c'est avec Hyacinthe Savadougou. Ce sont 4 finales qui ont été servies au public dans l'après-midi de ce jeudi au complexe sportif olympique de Ouagadougou. En junior garçon, l'AS Sonabi prend le dessus sur le RCB par 29-25. En junior fille, l'AS Douane s'incline face à l'AS Sonabi sur un score de 33-23. La finale senior dame a vu le sacre du club de la Lonabé sur l'AS Douane à 38-27. Celle des seniors hommes, très attendue, a mis aux prises l'USFA à l'AS Sonabel. Du jeu, de la combativité, du suspense. Les 2 équipes ont offert une rencontre serrée jusqu'à la fin du temps réglementaire avec un score de parité. Il fallait donc recourir aux prolongations 2 fois 5 minutes pour départager les 2 formations. L'AS Sonabel saisit sa chance et s'ouvre la voie du titre en battant l'USFA par le score de 30-28. Cette finale a connu la présence du ministre des Sports et des Loisirs, Dominique André Nana, et Marie-Laurence Ilboudo, ministre en charge de la femme. Ils ont félicité l'ensemble des acteurs du handball burkinabé et leur ont promis d'accompagner cette discipline. Fini cette saison, la présidente de la Fédération burkinabé de handball s'est dit satisfaite et donne rendez-vous l'année prochaine pour la saison 2021-2022. Alors Claude Romba, ce point que nous faisait Hyacinthe Savadougou, on voit un sport qui mobilise, des gradins qui sont assez remplis, et puis une effervescence, parce que c'est du spectacle aussi, quoi qu'on dise. Et puis ce qui est intéressant, ce qu'on apprend cette année, c'est que il y a un donateur, mais qui a voulu garder l'anonymat, qui a permis au prix de passer quand même certains caps. Ça veut dire qu'il y a une économie du sport aussi qu'il faut regarder. C'est un sport qui mobilise, il faut repenser des choses. Évidemment, il faut repenser. Je pense qu'avec l'augmentation substantielle des prix, 1 million de francs CFA pour les champions, je pense que c'est pour les sports de main, c'est assez rare et je pense que c'est déjà la bienvenue. Maintenant, il faut aller au-delà de l'anonymat pour, évidemment, comme vous l'avez dit, se propulser et puis pouvoir donc développer cette question-là. Il faut dire que on a vu, vous avez vu la salle, il n'y avait pas de publicité en tant que telle, alors que on a vu cette foule-là. On aurait pu, les sociétés auraient pu peut-être utiliser cette occasion pour bien communiquer, pourquoi pas, et puis bon, redonner donc les couleurs au sport de main, surtout au handball, qui à un moment donné, était quand même le 2e sport. Maintenant, il faut dire que aujourd'hui, comme il n'y a plus d'argent, on n'investit plus là-dedans et c'est devenu quand même. Mais déjà, féliciter la présidente Stella Tapsoba qui est en train de créer un événement autour donc, de ces finales-là. Et je pense que c'est comme ça. Il faut en faire des événements. Et petit à petit, je pense que le handball va pouvoir retrouver ses lettres de noblesse. Pourquoi pas un jour revoir les finales là en direct. Parce que quoi qu'on dise, évidemment, ça participe également. Et bravo donc à la présidente qui se bat et qui a changé un peu cette façon de faire avec une communication autour aussi qui n'est pas mal. Elle est du milieu, donc la communication, voilà un peu peut-être pour quand même beaucoup plus d'accent sur la communication. Et je pense que c'est aussi comme ça. Il faut aider ces sports humains là pour évidemment que le Burkina Faso soit véritablement un pays de sport. Voilà.
Et je pense que le ministère l'a compris. Le ministère donc également aussi essaie donc de jouer sa partition. C'est ce qu'on demande. Maintenant, c'est bon, mais c'est pas arrivé. Il faut aller encore plus, donner encore plus de moyens à ce sport demain là pour évidemment nous valoir des lauriers. Déjà, on apprend aussi qu'au niveau du volleyball, aujourd'hui, pour la première fois, le Burkina va participer. Il y a une Coupe d'Afrique des Nations de volleyball. L'équipe nationale est en préparation pour la première fois du côté donc du Maroc. Ça, c'est déjà bon pour participer à cette Coupe d'Afrique des Nations. L'entraîneur Almami Sidibé l'a dit, c'est la première fois qu'on bénéficie de tout ça. Il y a des nouvelles technologies qu'on ne connaissait pas. Et aujourd'hui, on est en train d'apprendre cela. On va aller représenter dignement le Burkina Faso au Rwanda pour cette Coupe d'Afrique des Nations là. Et je pense que c'est comme ça. Il faut permettre donc à ces étalons de pouvoir compétir. Maintenant, le combat qu'on est en train de faire, ou en tout cas, je pense également aussi qu'il faut aller vers ou en tout cas les primes qui sont offertes donc à ces athlètes-là doivent aussi, même si ce n'est pas donc de façon équitable avec le football, il faut au moins que ça y ressemble. Parce que bon, tous ceux qui vont défendre les couleurs nationales sont des ambassadeurs, et au niveau des primes, souvent pour ces sports dits mineurs là, il n'y a pas assez de moyens qui est dégagé, alors que bon, ils représentent aussi le Burkina Faso au même titre que les footballeurs. Donc je pense que il faut aussi y penser pour évidemment relever le niveau je dirais de récompenses ou de primes pour ces athlètes-là. Vous parliez de représenter le Burkina Faso, je vais vous prendre au mot, parce qu'il y a les Jeux paralympiques aussi qui se jouent actuellement. On a 2 Burkinabés qui y sont pour défendre le drapeau. On devrait avoir dans ce journal Séraphin Farma, qui est le directeur technique national de la Fédération des sports des personnes handicapées. Et malheureusement, la technique ne nous permet pas de l'avoir, puisque on devrait appeler jusqu'à Tokyo, et il y avait beaucoup d'aléas. On tente toujours de le joindre si d'ici là on pourra. Mais on a déjà un genre de déconvenu avec celui qui devait nous représenter dans la course, qui fait un Ferdinand Ouedraogo. Voilà, Ferdinand, qui est disqualifié pour faux départ au 100 mètres. Bon, je pense que c'est dommage, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Et il voulait se mesurer donc à la haute compétition. C'est la première fois qu'il participe donc à ces Jeux paralympiques. Peut-être que la pression y est pour quelque chose. Peut-être également aussi que bon, il y a eu d'autres aléas qu'on ne maîtrise pas. Toujours est-il que bon, il a été disqualifié. Et il n'a pas été le premier aussi. Il faut reconnaître qu'il y a des athlètes de haut niveau aussi qui ont été disqualifiés. Donc c'est pas forcément, ça fait mal, mais bon, je pense que il faut plutôt l'encourager. Surtout qu'il n'est pas, il va encore compétir dans d'autres disciplines, notamment au saut en longueur. Je crois que c'est le 2 septembre prochain qu'il sera donc, non, le 4 septembre qu'il va compétir pour le saut en longueur. Je pense qu'il faut l'encourager, parce que je pense que c'est là-bas sa discipline de prédilection. Peut-être qu'il va nous valoir des lauriers aussi, pourquoi pas. Il y a Victorine Victorine Guissou au lancer du poids et au lancer du javelot également, qui rentre en liste à partir du 2 septembre. On espère également qu'elle va pouvoir nous rapporter des lauriers. Il faut rappeler que elle nous a permis donc de gagner de la médaille de bronze du côté, donc une médaille de bronze en 2002 du côté de Tunis en mars 2020, et une médaille de bronze au meeting international para-athlétique de Marrakech. Ça, c'était déjà en mai dernier. Elle avait eu la médaille de bronze. Donc on se dit que avec l'envie qu'elle a, peut-être qu'elle pourra nous rapporter quelque chose, peut-être une médaille, quelle que soit la couleur. Je pense qu'une médaille nous ferait du bien. Surtout que le ministre a rassuré que les primes seront donc alignées aux primes des Jeux Olympiques, c'est-à-dire 5 millions pour l'or, 3 millions pour le bronze et 2 millions pour 3 millions pour l'argent et 2 millions pour le bronze, pour dire qu'il n'y a pas de différenciation possible. Ce sont les mêmes primes qui seront servies, et on espère que ça va encourager davantage ces athlètes-là de pouvoir nous rapporter quelque chose. On va croiser les doigts le 2 septembre et puis le 4 septembre. Évidemment, et on va bien suivre cela de près. On va suivre cela de près, puis également, on va parler rapidement du football également. Voilà, parce que les étalons sont du côté de Marrakech pour leur regroupement et jouent le 2 septembre prochain
contre l'équipe du MENA du Niger et le 7 contre le Fennec de l'Algérie dans le cadre donc, des éliminatoires de la Coupe du Monde, première et deuxième journée. Et il faut dire que le Burkina, dans le groupe de Kamo Malo, il y a un blessé qui, malheureusement, il s'agit donc de Cyril Bayala qui est touché à la cuisse. Je pense que ça va être au 10 janvier et donc sera indisponible pour ces 2 premières journées. Il est remplacé par son coéquipier de Ajaccio. Il s'agit donc de Jean-Fiac Poutio Kwame qui a été élu meilleur joueur, il faut vous rappeler, de la CAN de la CAN au Togo, des juniors, voilà. La CAN des juniors. Et voilà, donc ça va nous permettre donc, pourquoi pas, de bonifier un peu l'attaque parce que bon, Boutué quand même, on connaît un peu sa performance. Merci bien Claude Romba, et on espère donc que d'ici dimanche prochain on aura d'autres bonnes nouvelles à partager donc avec nos téléspectateurs. Merci d'être passé à ce journal dimanche ce soir. C'est aussi le sport qui marque le point final de cette session, journal du dimanche soir que j'ai pris plaisir à présenter. Nous vous retrouvons dimanche prochain. D'ici là, portez-vous bien.